Cette histoire commence avec ce presque quadragénaire nommé Kenichi Hamada, qui, pour une raison inconnue, a été transporté dans un autre monde. Il découvre rapidement qu'il possède un panneau de statistiques pour visualiser diverses choses. Aussi étrange que cela puisse paraître, il a accès à une boutique en ligne similaire à Amazon, ainsi qu'à un inventaire où il peut stocker des objets collectés au fil du temps. Cependant, Kenichi a faim et, pour acheter quelque chose, il lui faut de l'argent. N'ayant rien de valeur, il tente d'échanger de l'herbe qu'il a récemment trouvée, mais cela ne vaut rien. Heureusement, à ses côtés se trouve un squelette armé d'une épée en métal, ce qui, cette fois, a de la valeur. Grâce à cela, il peut enfin acheter des provisions nécessaires. Kenichi, reconnaissant, décide d'enterrer le squelette qui vient de lui sauver la vie. Peu après, il part explorer en quête d'un village pour travailler et gagner de l'argent. Malheureusement, il ne trouve rien et se voit contraint de continuer à acheter des objets en ligne. Il envisage même de lancer un commerce en achetant des articles pour les revendre à un prix exorbitant dans ce monde, une référence évidente aux revendeurs opportunistes. Cependant, les ennuis arrivent rapidement. Attiré par son activité, des prédateurs apparaissent. Ne sachant pas comment gérer cette menace, Kenichi tente d'acheter une arme utile mais se retrouve avec des bombes fumigènes, pratiquement inefficaces. En désespoir de cause, il achète une fronde qui, par chance, s'avère efficace. Une fois le danger écarté, il s'enfuit à vélo, équipé également d'une lampe frontale. Le lendemain, il achète une échelle pour avoir une meilleure vue des environs et découvre enfin les murailles d'une ville. En chemin, il manque de se heurter à un chariot appartenant à un homme blond nommé Fuyu. Kenichi est surpris que Fuyu parle japonais et le comprenne parfaitement. Fuyu, un marchand, lui propose de l'emmener à Dahlia, la ville où il se rend, accompagné d'une femme étrange. Curieux, Fuyu demande à Kenichi pourquoi il se dirige vers la ville, et remarque son nom et son apparence inhabituelle. Kenichi explique qu'il compte y faire des affaires, mais Fuyu trouve étrange qu'il arrive les mains vides et lui demande s'il possède une boîte à objets, que sa compagne semble avoir. Une fois à Dahlia, Fuyu remercie Kenichi pour son aide à décharger ses marchandises. Kenichi, de son côté, est profondément reconnaissant envers Fuyu pour l'avoir amené jusqu'ici et lui avoir appris beaucoup de choses. En signe de gratitude, il lui offre un sac de poivre. Cependant, Fuyu, inquiet, avertit Kenichi des dangers liés à la vente de poivre dans cette ville, car le syndicat des épices, Bacopa, détient un monopole strict. Si Kenichi attire leur attention, il pourrait s'attirer de graves ennuis. Malgré tout, Fuyu remercie Kenichi pour son geste et le rémunère généreusement, affirmant que les marchands n'aiment rien recevoir gratuitement. Après leur séparation, Kenichi calcule ses gains pour ce sac de poivre vendu, découvrant qu'il vaut une somme considérable. Le blond ne lui a donné qu'une partie du coût réel, mais malgré cela, Kenichi a maintenant une somme d'argent conséquente. Plus tard, notre protagoniste entre dans un restaurant-auberge où il prévoit de passer la nuit. Cependant, il doit se registrer, ce qui pose problème, car il ne sait pas écrire dans la langue locale. La réceptionniste, intriguée par sa tenue inhabituelle, lui demande s'il cherche un intermédiaire. Kenichi répond que non, qu'il est simplement là pour faire des affaires. Elle l'avertit toutefois qu'il ne pourra pas s'inscrire à la guilde sans maîtriser des bases comme la lecture, l'écriture ou les mathématiques. Pour le tester, elle lui donne un problème de multiplication, qu'il résout rapidement, ce qui la surprend. Elle lui demande son nom, l'écrit sur un papier et se présente comme Azalea. Ne voulant pas perdre l'opportunité, Kenichi lui demande si elle pourrait lui enseigner la langue locale en échange de friandises provenant d'un pays lointain. Enchantée par cette rémunération inhabituelle, Azalea accepte avec enthousiasme, expliquant que ses confiseries sont introuvables dans le royaume de Kadan. Ravie, elle plaisante en disant qu'elle se sent désormais comme une noble grâce à ses douceurs, mais elle s'inquiète également qu'on puisse les lui confisquer si cela venait à se savoir. Kenichi apprend ainsi l'existence d'une noblesse dans ce monde, mais il décide de se concentrer sur ses études. Après quelques heures d'apprentissage, il remarque que l'écriture locale est relativement simple, bien qu'elle diffère de celle du Japon, elle utilise un système linéaire facile à comprendre, et les chiffres sont identiques aux nombres arabes. Azalea est impressionnée par la rapidité avec laquelle il progresse et voit en lui un futur grand commerçant. Elle envisage même, en plaisantant, de devenir sa partenaire. Cependant, Kenichi décline, affirmant qu'il est trop vieux pour cela, ce qui amuse la situation. Kenichi, pour la remercier, réalise un dessin d'Azalea. Celle-ci, émue, se sent spéciale, un homme lui a offert des friandises de luxe et l'a dessiné, des gestes rares dans son monde. En retour, elle se promet de le compenser d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, Kenichi se rend à la guilde pour s'inscrire. On lui demande de remplir un formulaire écrit à la main, ce qui lui fait supposer que l'imprimerie n'existe pas encore dans ce monde. Une fois le document complété, la réceptionniste lui annonce que la cotisation est d'une pièce d'argent, un montant élevé pour lui. Heureusement, il peut payer en plusieurs fois. Après paiement, il reçoit une identification qu'il doit porter de manière visible lorsqu'il fait des affaires. Il en profite ensuite pour explorer la ville et observer les produits disponibles, papier, assiettes, couteaux, et même des fruits.
Il est surpris par les prix exorbitants de certains articles, mais les fruits semblent être une bonne affaire. Il décide donc d'acheter un sac contenant différentes variétés pour les goûter une par une. Kenichi décide d'offrir quelques fruits à Azalea en guise de remerciement. Elle accepte ce geste avec beaucoup d'affection et est ravie d'apprendre qu'il a réussi à intégrer la guilde. Cependant, notre protagoniste réfléchit à un plan pour se lancer dans le commerce. Dès le lendemain matin, il commence à travailler sur plusieurs idées. Azalea, impressionnée, remarque notamment des pinces à linge qu'il a fabriquées, bien meilleures que celles qu'elle utilise habituellement. Elle lui suggère alors de les vendre. Le lendemain, Kenichi installe un stand dans les rues de la ville. Une marchande voisine, nommée Anama, lui propose de s'installer à côté d'elle et s'étonne de la qualité des articles qu'il propose. Kenichi a en effet non seulement reproduit des objets courants, mais aussi amélioré leur conception. Anama décide d'acheter quelques pinces, notant leur qualité supérieure. Au fil de la journée, le stand attire beaucoup de clients. Kenichi vend rapidement une grande quantité de pinces, ce qui profite également à Anama, car son stand bénéficie de l'affluence. Les ventes sont si bonnes que Kenichi envisage sérieusement de ne vendre que des pinces à linge. Cependant, il se préoccupe de la concurrence potentielle, craignant que d'autres ne copient son idée. Plus tard, un homme blond, qui semble riche, s'approche pour acheter un article. Fasciné par un couteau en métal, il est impressionné par sa qualité et accepte le prix élevé de 2 pièces d'argent. Cependant, il demande à Kenichi s'il propose des couteaux plus grands. Bien qu'il n'ait pas ce type d'article en stock, Kenichi lui montre une épée magnifique qu'il a dénichée. L'épée plaît énormément au client, mais son prix, fixé à 2 pièces d'or, est exorbitant. Malgré cela, l'homme semble déterminé à l'acheter. Alors que la transaction semble avancer, une scène étrange se produit, un grand chat anthropomorphe s'approche du stand, suivi par d'autres. Ces hommes bêtes sont intéressés par la toile qui recouvre le stand de Kenichi. Bien qu'il hésite à la vendre, il accepte finalement, sachant qu'il peut facilement en obtenir d'autres via sa boutique en ligne. Les chats veulent 3 toiles, mais comme ils n'ont pas assez d'argent, Kenichi leur propose un rabais spécial. Il explique qu'en échange de 2 pièces d'argent, il leur rendra 2 pièces de cuivre comme monnaie. Cependant, les hommes bêtes ne comprennent pas le système de monnaie et commencent à soupçonner Kenichi de tenter de les escroquer, ce qui crée une tension inattendue. Alors que la tension monte entre Kenichi et les hommes bêtes, le blond intervient pour calmer la situation. Il leur explique que Kenichi a dit la vérité et qu'il n'y a aucune tentative de tromperie. Rassurés, les hommes bêtes achètent finalement ce qu'ils cherchaient. Anama explique à Kenichi que les hommes bêtes ont souvent des difficultés avec les calculs, ce qui les rend méfiants dans les transactions. Ce malentendu a néanmoins permis au blond de constater que Kenichi est une personne digne de confiance. Convaincu, il décide d'acheter l'épée, concluant ainsi une journée de vente fructueuse pour Kenichi. Pendant ce temps, une des clientes ayant acheté les pinces à linge montre le produit à sa maîtresse, qui est impressionnée par son utilité et son prix abordable. Elle envisage alors d'intégrer ce produit à l'entreprise de son père, persuadée de son potentiel commercial. De retour chez lui, Kenichi prend un bain, bien qu'il regrette de ne pas avoir d'eau chaude. Il envisage d'acheter un tonneau en métal pour chauffer l'eau avec un feu de camp et retrouver ainsi le plaisir de bain chaud. Tandis qu'il se relaxe, il commence à réfléchir à des questions troublantes. Pourquoi son panneau d'achat ne produit-il pas de lumière? Pourquoi les autres ne peuvent-ils pas le voir? Comment ces colis parviennent-ils jusqu'à ce monde? Et comment l'échange de monnaie fonctionne-t-il réellement? Ces interrogations le plongent dans une inquiétude croissante, craignant que tout cela soit un piège orchestré par une entité surnaturelle. Ailleurs, nous découvrons une femme vivant en état sauvage et poursuivie par des assaillants. Elle aspire simplement à une vie paisible avec de la nourriture en abondance, mais semble devoir attendre avant de pouvoir réaliser ce rêve. Pendant ce temps, Kenichi décide de ne plus s'inquiéter pour l'instant et se concentre sur son repos. Une nouvelle journée commence pour notre protagoniste, qui est en train de préparer des bijoux en zirconium et en cristal taillé. Il pense qu'il pourrait se vendre à bon prix dans ce monde. Anama, surprise par cette nouvelle marchandise, lui demande où il se procure ses produits, mais bien sûr, il garde son secret. La même cliente que la veille revient acheter plus de pinces. Cette fois, elle en veut 100, ce qui coûte 20 pièces de cuivre ou 4 d'argent. Pour elle, l'argent n'est pas un problème. Elle s'intéresse également à un bijou valant 6 petites pièces carrées d'argent, et le protagoniste lui propose avec plaisir de le lui réserver. Après une journée de nombreuses ventes, des hommes bêtes réapparaissent. Une fille nommée Miale dit avoir détecté une odeur d'épices, ce qui pousse les autres à demander à acheter quelques provisions. Ces types semblent désespérés d'obtenir des épices. Cependant, Anama leur dit qu'il ne devrait pas déranger le protagoniste, car s'il attire l'attention du syndicat des épices, il pourrait avoir de gros ennuis. Miale insiste pour qu'il leur en vende un peu, mais Kenichi refuse, expliquant qu'il lui est absolument impossible de les vendre. À la place, il propose de les inviter à un repas préparé avec des épices, ce qui les ravit. Le dîner a lieu au bord de la rivière, où ils pêchent, coupent des légumes et cuisinent ensemble. Tous savourent un repas exceptionnel. Anama est surprise de manger avec des cuillères en argent, un luxe réservé aux nobles.
Les hommes bêtes adorent la nourriture mais souhaiteraient aussi boire quelque chose pour accompagner le repas. Le protagoniste, à condition qu'il garde cette soirée secrète, leur offre généreusement de nombreuses boissons. Hanama lui demande s'il n'est pas trop généreux avec tout le monde. Il répond que cela fait du bien, parfois, d'oublier la réalité. Nialet se présente, et les autres hommes bêtes aussi, Niakro, aux longues oreilles, Niarmelo, aux oreilles courtes, et Nianji, le chat mélancolique. Après cela, ils se baignent tous et dorment sous les étoiles, profitant de la nuit. Le lendemain, de retour à l'auberge, Azalea est furieuse contre le protagoniste, car il a passé la nuit dehors au lieu de sortir avec elle. Bien qu'il lui explique qu'il n'était qu'avec les hommes bêtes, elle se fâche d'apprendre qu'il y avait aussi une femme bête, à cause de traces sur sa chemise. Alors qu'il installe son stand, il se demande si Azalea est très en colère contre lui, mais il s'en fiche un peu, disant qu'il n'a pas besoin des femmes dans cette vie. Soudain, la cliente habituelle arrive avec sa dame de compagnie. En la voyant, Kenichi est impressionné. Il reconnaît la cliente et lui demande si elle est venue pour récupérer sa commande. Elle répond oui et, après avoir payé le solde restant, elle reçoit le bijou. La dame de compagnie, une blonde, est étonnée et lui demande si tous ses produits sont en diamant. Le protagoniste répond qu'ils sont simplement en cristal taillé. Intriguée, elle lui demande s'il a d'autres articles. Il sort alors d'autres objets, mais elle est surprise par la boîte où il les conserve. Après réflexion, elle lui demande de parler un moment. Elle se présente comme Primula, fille de l'entreprise commerciale Malao, et bien que cela puisse paraître audacieux, elle lui demande de l'accompagner à l'entreprise pour rencontrer son père. Hanama, qui trouve que Primula lui semblait familière, explique à Kenichi que les Malao sont des commerçants influents dans la ville. Elle ajoute que le chef Malao est un homme très apprécié pour sa bonté. Le protagoniste se demande s'il est vraiment en train de se lier à une grande entreprise, mais il finit par accepter l'invitation. Lorsqu'il monte dans un luxueux carrosse, il avoue à Primula qu'il n'en a jamais vu d'aussi beau. Elle lui répond que ce n'est rien comparé au carrosse de la noblesse, encore plus somptueux. Margaret, une cliente habituelle, donne une pince au protagoniste, tandis que Primu avoue avoir demandé à un artisan d'essayer d'imiter les pinces de Kenichi. Cependant, il s'avère que l'artisan n'a pas pu reproduire la partie métallique. Kenichi explique que, bien qu'elles paraissent simples, ces pinces nécessitent une technologie très avancée pour être fabriquées. Le groupe arrive finalement à la maison des Malao, un bâtiment qui reflète clairement le pouvoir et la richesse de ses propriétaires. Primu, cependant, minimise cette richesse en affirmant que les demeures de la noblesse sont bien plus impressionnantes. Peu après, Kenichi fait la rencontre de Malao, le propriétaire de la compagnie. Ce dernier se montre très amical. Kenichi se présente poliment, et après quelques échanges, Malao examine les objets de Kenichi. Il découvre que ce dernier possède une boîte d'objets magiques, tout comme lui. Malao explique qu'il a utilisé sa propre boîte pour développer son entreprise à ce qu'elle est aujourd'hui, bien que Kenichi admette ne pas en avoir tiré autant parti. Kenichi demande pourquoi il a été convoqué. Malao, après quelques instants, révèle son intention, il souhaite que Kenichi lui vende des produits en gros. Bien sûr, Kenichi comprend rapidement que Malao veut revendre ses objets pour réaliser des bénéfices sur le marché général. Malao, cependant, lui demande ce qu'il ressentirait s'il apprenait que ses produits sont revendus à des prix plus élevés. Kenichi admet qu'il n'apprécierait pas cela. Malao affirme qu'il ne veut pas agir de cette manière et qu'il est conscient que d'autres marchands pourraient tenter d'établir des contrats avec Kenichi pour lui offrir de meilleures conditions. Malao propose un contrat d'exclusivité et explique que l'un des secrets de son succès réside dans le fait de ne pas être aveuglé par les profits. Malao offre à Kenichi 50% du prix de vente, une offre que Kenichi accepte immédiatement. Cela surprend Malao, mais Primu confirme l'accord, et le contrat est signé. Kenichi vend alors quelques broches ornées de pierres précieuses, générant ainsi un profit considérable. Chaque broche se vend 10 pièces d'or, ce qui stabilise rapidement sa situation financière. Avec ses gains, Kenichi envisage de s'installer dans une forêt pour mener une vie paisible. Cependant, Azalea lui rappelle que la forêt est dangereuse en raison des monstres qui s'y trouvent. Malgré tout, Kenichi décide d'aller de l'avant, car la tranquillité est sa priorité. Pour installer sa base, Kenichi achète des machines pour couper les arbres et aménager la zone. Malheureusement, il découvre qu'il ne peut pas stocker de grands troncs d'arbres dans sa boîte magique. Il coupe donc les troncs en morceaux plus petits et découvre qu'il ne peut rien stocker de plus de 10 mètres. Après avoir rangé les troncs, il reste à enlever les racines qui lui prennent beaucoup de temps. Fatigué de cette tâche, Kenichi décide d'acheter une pelleteuse pour 1 200 000 yens, soit environ 8 000 €. Bien que cette machine soit d'occasion et en mauvais état, elle reste fonctionnelle. Il réalise ensuite qu'elle est livrée avec un réservoir vide. Il achète alors du carburant et un générateur pour produire de l'électricité. Après cette journée exténuante, Kenichi décide de se baigner dans la rivière. Cependant, il est vite confronté au problème des piqûres d'insectes, comme Azalea le lui avait prédit. Azalea recommande à Kenichi d'acheter une pierre magique répulsive contre les insectes, disponible dans une boutique d'outils près du marché. Tôt le matin, Kenichi s'y rend et rencontre le propriétaire de la boutique, un vieil homme qui ressemble à un mage.
Ce dernier remarque qu'il n'a jamais vu Kenichi auparavant. Kenichi explique qu'il tient également un stand de vente non loin et qu'il est ravi de faire sa connaissance. Le vieil homme lui demande s'il est étranger, ajoutant que, s'il a des objets intéressants à bon prix, il pourrait lui en acheter. Kenichi précise qu'il est là pour acheter, pas pour vendre, et qu'il cherche des pierres magiques anti-insectes. Le vieil homme confirme qu'il en a, mais elles coûtent 4 pièces d'argent. Kenichi trouve cela cher, car il a beaucoup dépensé récemment. Il propose alors d'échanger 2 oranges importées en complément du paiement. Le vieil homme accepte avec enthousiasme, car il n'a jamais vu de fruits pareils. Finalement, la pierre magique lui revient à 2 pièces d'argent. De retour à son stand, Hanama lui conseille de se lier d'amitié avec ce vieillard, qu'elle décrit comme une véritable encyclopédie vivante grâce à ses vastes connaissances. Pendant ce temps, Kenichi remarque une affiche sur le mur. Hanama lui explique qu'il s'agit de Shaga, le chef des bandits de la région. Par ailleurs, on retrouve la petite fille aux cheveux bleus, qui semble avoir été vendue mais aussi embusquée plus tard par Shaga en personne. Revenant à Kenichi, il utilise sa nouvelle machinerie pour finir d'abattre et retirer les arbres. Cette tâche est désormais beaucoup plus simple. Très enthousiaste, Kenichi se réjouit de pouvoir enfin commencer à construire sa nouvelle maison dans ce monde inconnu. Cependant, il est conscient qu'il devra travailler dur, ayant dépensé beaucoup d'argent rien que pour dégager le terrain. Un autre jour, le protagoniste décide d'apporter du sucre au vieil homme Malao. Malheureusement, le sucre et le sel sont des biens extrêmement précieux sous le monopole du gouvernement, ce qui rend leur achat impossible. Cependant, une bonne nouvelle l'accompagne, les bijoux connaissent un énorme succès auprès de la noblesse, ce qui rapporte beaucoup d'argent au protagoniste. Il a même gagné 15 pièces d'or, une somme suffisante pour acheter une cabane en bois. Cette cabane est très bon marché, alors il ne réfléchit pas à 2 fois avant de l'acheter. Mais, plus tard, il découvre que ce faible prix s'explique par le fait que la cabane n'est pas construite. Cela pose un énorme problème pour Kenichi, mais ce qui est fait est fait. Il doit donc commencer à la construire petit à petit. Heureusement, ses amis chats, qui partent souvent à la chasse, décident de l'aider pour le remercier des services qu'il leur a rendus. Grâce à leur aide, le protagoniste peut continuer à travailler tout en progressant. Après un mois d'efforts, ils réussissent enfin à terminer la construction de la cabane. Évidemment, ils célèbrent cet accomplissement. Cependant, Kenichi reste préoccupé par l'électricité et doit encore s'occuper des murs, du toit, et de quelques autres détails. Un mois supplémentaire passe, et le protagoniste parvient à faire beaucoup de progrès dans l'aménagement de sa cabane. Il a construit une clôture, ajouté une salle de bain, et même installé des panneaux solaires pour produire de l'électricité. Le soir venu, il profite d'un bon bain chaud comme il l'a toujours souhaité. Kenichi ressent enfin qu'il a accompli de grands progrès vers la vie qu'il a toujours désirée. Le lendemain matin, Azalea, surprise par ses efforts, découvre qu'il a construit un logement en plein milieu de la forêt. Le protagoniste la remercie pour avoir pris soin de lui tout ce temps, mais lui annonce qu'il doit désormais emménager dans son nouveau chez lui. Azalea, visiblement contrariée, ne semble pas ravie de cette nouvelle. Plus tard, Kenichi part à vélo pour explorer et photographier la nature. Cependant, il trébuche sur une corde tendue, et, comme si cela ne suffisait pas, il est attaqué par des hommes bêtes. Ces derniers ne tolèrent pas sa présence dans cette région et décident d'en finir avec lui. Kenichi, déterminé, trouve des armes et utilise des machines lourdes pour se défendre. Effrayés, les hommes bêtes fuient. Pendant l'affrontement, Kenichi remarque un énorme chat violet blessé. Bien qu'il soit difficile de l'aider, il décide de s'occuper de lui. Afin d'éviter les blessures, il achète des équipements de protection adaptés et se met en mode vétérinaire pour soigner le chat au plus vite. Il lui donne tous les soins nécessaires, mais il sait qu'il ne peut pas simplement l'abandonner. Bien qu'il essaie, il est impossible de stocker des êtres vivants dans sa boîte à objets. Finalement, il transporte le chat dans un chariot en bois, l'enveloppe dans une couverture et l'installe dans sa cabane. Le lendemain, il va voir un vieil homme pour lui demander si quelqu'un pourrait soigner le chat. Mais celui-ci lui dit que cela n'a aucun sens, il s'agit d'un chat sauvage, et personne ne voudra le soigner, car sa peau, très coûteuse, est plus précieuse. Kenichi décide alors de demander conseil à Hanama, mais obtient la même réponse. Heureusement, Miale arrive et lui explique que, dans son village, les chats sauvages sont considérés comme des émissaires des dieux. Elle veut donc aller voir le chat. En examinant l'animal, elle suppose que les responsables des blessures pourraient être des hommes-chiens. Heureusement, le chat semble avoir mangé un peu, et Kenichi décide de lui mettre un collier pour éviter qu'il ne lèche sa blessure. Miale lui demande s'il est médecin, mais il répond qu'il ne connaît que quelques bases en premier secours. Touchée, elle décide de le remercier au nom du chat sauvage en allant chasser. Après un certain temps, il se régale d'un bon repas d'oiseaux rôtis. Quelques jours plus tard, le chat s'est considérablement rétabli, ce qui soulage Kenichi. Il décide alors de commencer à cultiver quelques graines de légumes. Le problème, c'est que Kenichi ne sait pas comment il pourra arroser ses cultures. Aller chercher de l'eau au fleuve serait trop compliqué et fatigant. L'idéal serait donc de construire un puits. Une nuit, alors qu'il dort, il fait un rêve étrange. Soudain,
le grand chat qu'il avait soigné se jette sur lui, complètement rétabli et prêt à retourner dans son habitat naturel. Le protagoniste fait ses adieux à son ami, puis prend plusieurs jours de congé pour se concentrer sur la construction de son puits. Après une semaine d'efforts, il parvient à le terminer. Cependant, il reçoit une visite inattendue, Primula. Inquiète de ne pas l'avoir vu à son poste de travail depuis un moment, elle décide de venir le voir. Elle est stupéfaite par tout ce qu'il a accompli dans ce lieu isolé et remarque un objet métallique étrange. Pris au dépourvu, Kenichi prétend que c'est son serviteur loyal ou son familier. Ravie, la jeune femme s'exclame qu'il maîtrise la magie. Pour préserver son mensonge, il lui demande de garder cela secret. Cependant, Kenichi se rend compte que les portes de la ville devraient être fermées à cette heure-là. Primula semble donc être venue avec l'intention de passer la nuit. Elle lui dit qu'elle n'a aucun problème à rester, à moins qu'il ne la force à dormir dans la forêt, ce qu'il refuse naturellement. Bien qu'il n'y ait qu'un seul lit, cela ne semble pas la gêner. Primula est curieuse et demande à propos d'un autre objet, la baignoire. Kenichi lui explique brièvement, et elle s'empresse de l'essayer. Elle est enchantée, ne pouvant croire à quel point prendre un bain peut être aussi satisfaisant. Plus tard, elle est également émerveillée par d'autres objets comme la serviette et la robe de nuit. Convaincue par les installations de Kenichi, elle lui affirme qu'avec tout cela, il pourrait devenir le meilleur marchand, non seulement de la ville, mais du royaume entier. Kenichi, conscient des risques, préfère rester discret pour éviter d'attirer l'attention des nobles, car il sait que cela pourrait lui causer des ennuis. Primula est d'accord, notant que les nobles se fâcheraient sûrement en voyant ses innovations. Kenichi précise qu'il souhaite simplement gagner assez pour vivre confortablement et en paix. Primula propose alors une solution, que son père et son entreprise prennent en charge la vente de ses créations, sans qu'il ait à s'impliquer. Kenichi trouve cette idée intéressante. À la fin de la soirée, il termine un dessin de Primula, qui en est tellement ravi qu'elle décide de le conserver précieusement. Pendant qu'il dorme, quelque chose de mauvais se prépare. Shaga, un autre personnage, reçoit une mission en échange d'une somme d'argent colossale. Le lendemain, Kenichi est choqué de constater que Primula, avec qui il collabore, a passé toute la nuit à ses côtés. Il sait qu'il devra donner des explications claires à son père. Contre toute attente, le père de Primula ne semble pas contrarié, il remercie même Kenichi d'avoir bien pris soin de sa fille. Entre-temps, le vieil homme Malo teste un nouveau peignoir pour se sécher après le bain. Il le trouve excellent, car il est agréable pour la peau. Kenichi lui montre aussi une robe féminine conçue pour certaines occasions, mais cela semble un peu trop extravagant pour le vieil homme, qui réagit avec surprise. Kenichi cache rapidement l'objet, mais Margaret entre à ce moment précis avec des livres de comptabilité. Il s'avère que Malo aurait écrit ses comptes car l'empire voisin a récemment introduit un système appelé la partie double. Kenichi est stupéfait par cette nouvelle, surtout lorsque Malo lui explique que ce système a permis à l'empire de se développer rapidement grâce à l'invention d'un certain homme. Cependant, la conversation change lorsque Primula parle à son père de la baignoire de Kenichi. Le vieil homme, curieux, veut la voir. Malo lui montre ensuite un nouveau produit, une pompe à eau manuelle. Il demande à Kenichi s'il connaît cet outil. Ce dernier répond par l'affirmative, car il sait qu'il s'agit d'une invention de l'Empire, qui gagne en popularité. Kenichi commence à trouver cela suspect, la pompe et le système de comptabilité semblent être des coïncidences étranges. Le protagoniste, Kenichi, se demande s'il existe une autre personne provenant de son monde. Cette idée l'inquiète, mais Primula, elle, est impressionnée par la simplicité avec laquelle la pompe manuelle extrait de l'eau. Pour ne pas être en reste, Kenichi lui présente un nouveau produit, une draisienne, une sorte de bicyclette en bois. Bien que le nom intrigue Primula, elle trouve l'invention fascinante, et sa curiosité pour les créations de Kenichi ne cesse de croître. À partir de ce jour, Primula commence à lui rendre visite régulièrement, allant parfois jusqu'à passer la nuit chez lui. Un jour, elle annonce qu'elle devra s'absenter pendant plus d'un mois pour affaires. Kenichi lui conseille de ne pas perdre de temps avant son voyage, mais elle insiste pour passer un peu de temps avec lui avant de partir. Elle lui demande également s'il peut lui donner la tenue qu'il lui avait montrée auparavant. Kenichi, intrigué, lui demande si elle souhaite l'offrir à quelqu'un qu'elle aime. Primula confirme, en ajoutant que cette personne est déjà sur place. Kenichi, surpris et peu sûr de lui suggère de viser plus haut, arguant qu'elle ne devrait pas tomber amoureuse d'un vieux comme lui. Mais Primula se moque de ses protestations et affirme que cela ne dérangerait pas son père non plus. Troublé, Kenichi décide de remettre cette discussion à plus tard, invoquant ses nombreuses responsabilités. Primula accepte mais demande à dormir près de lui, ce qui le laisse encore plus perplexe quant à ce qu'elle peut bien lui trouver. Le lendemain matin, après le départ de Primula pour la ville, Kenichi reçoit une visite inattendue. Il s'agit de Nordpol, le chevalier blond rencontré auparavant. Ce dernier enquête sur des rumeurs concernant un homme suspect vivant seul dans la forêt. Après avoir confirmé qu'il s'agit bien de Kenichi, Nordpol s'intéresse aux objets qu'il aperçoit chez lui. Kenichi explique qu'ils sont liés à la magie, ce qui surprend le chevalier. En échange de son silence, Nordpol demande un service, il souhaite obtenir une épée longue. Cependant, Kenichi lui offre plutôt de l'acier de haute qualité,
que le chevalier pourra faire forger par un artisan. Reconnaissant, Nordpol partage une rumeur intéressante. Un mystérieux mage aurait récemment fait son apparition dans l'Empire, utilisant un sort spécial à base de mayonnaise, pour terrasser un dragon. Kenichi est sidéré par cette histoire absurde et se demande qui peut bien être ce mage venu d'un autre monde.